Bienvenue au dernier épisode de la saison de DocuHebdo. Depuis qu'elle s'est dotée de son plan d'action qui vise à atteindre le cap des 20 000 citoyens d'ici 2020, la ville de Beauharnois se développe à une vitesse impressionnante. Que ce soit au niveau industriel, commercial, résidentiel ou encore dans l'offre de services, le visage de la ville de Beauharnois a passablement changé dans les dernières années et il continuera à le faire dans les années à venir. Pour parler de toute cette mouvance autour de la ville de Beauharnois, je me suis entretenu avec le maire Claude Hainaut et à la toute fin de l'émission, nous vous présentons un entretien que j'ai eu avec Anne Boutillier, la chargée du projet de coopérative de santé qui verra le jour en 2015 à Beauharnois. On va parler un peu du développement de la ville de Beauharnois pour ensuite parler plus en profondeur de la coopérative de santé qui va voir le jour cette année. Ça s'inscrit un peu dans toute la mouvance là, de Beauharnois 2020, qui est le grand projet de développement qui vise l'année 2020 ici à Beauharnois. Peux-tu nous parler un peu des grandes lignes de ce projet-là pour le rappeler un peu aux téléspectateurs? Effectivement, cette idée-là, elle est partie de la consultation qui a été faite dans le cadre du Beauharnois 2020. Donc, quand on s'est doté du plan stratégique de la ville pour les 5 prochaines années, on a commencé par faire une consultation publique. Voir c'est quoi les attentes, les forces, les faiblesses qu'on visait comme objectif. Et une des choses qui est clairement ressortie, ça a été la lacune au niveau des soins de santé sur le territoire de Beauharnois. C'est sûr qu'il y a le CLSC, mais le CLSC est limité à un type d'activité très précis et il y a eu au fil des années un départ de plusieurs médecins, ce qui a fait qu'il a laissé un trou béant en termes de services de santé. Donc c'est une des facettes qui a été énoncée dans le Beauharnois 2020. En même temps, évidemment, ça a davantage parti sur le côté développement économique. Beauharnois a subi au fil des années une récession dramatique, des pertes d'emplois, j'en ai déjà parlé, mais dans les 20 dernières années, on se parle de 1000 à 1500 emplois dans l'industrie qui ont disparu, sans compter les à côté de ça, donc les fournisseurs qui alimentaient ces entreprises-là. Donc c'est clair que le Beauharnois 2020 a d'abord été un effort économique. Donc trouver des investissements en industrie, recréer des emplois, ça a été la première affaire, recréer l'activité économique qui a fondu au même rythme que les entreprises au fil des années. Donc, de recréer des pôles commerciaux, de réattirer chez nous des gens et de la population, parce qu'on a stagné pendant des années. Tu sais, je te donnais, pas si longtemps que ça, l'exemple de quand j'étais maire à Beauharnois il y a 25 ans, on était égal à Ville-Mercier dans le temps. On se retrouve 25 ans plus tard, on est toujours égal à Ville-Mercier, sauf que Ville-Mercier a doublé de population. Nous autres, on a fusionné 2 villes à côté, donc on est resté tout à fait stable. Ça s'explique en partie parce que on a perdu des emplois, on a perdu l'activité commerciale, les jeunes ont quitté. Quand tu perds des emplois, ben ta jeunesse s'en va d'en trouver ailleurs, des jobs. Donc c'est beaucoup là-dessus que depuis 2 ans, on a travaillé. Donc, on a doté d'un parc industriel, on a acquis des terrains, on est allé en appel de proposition pour le développement commercial. Actuellement, on vit une effervescence qu'on espérait, puis qui se réalise concrètement depuis l'année passée, mais de façon très intensive actuelle. Avec le dégel, là, vous allez voir pousser les pelles mécaniques à Beauharnois, là. Le projet Ardennes commence sa construction. On est en train de mobiliser le chantier. Les travaux sont terminés sur le boulevard Cadieux. On finalise le chemin du canal, donc les 2 accès d'autoroute. La ville a fait sa job, sont desservis. Les travaux dans le parc industriel vont bon train. La première phase est complétée. Là, avec le dégel, encore une fois, puis les temps plus chauds, on va asphalter, mettre les lumières. On va vraiment se rendre dans le parc industriel maintenant. Et on est convaincu que ça va maintenant se meubler à beaucoup plus rapidement. Difficile de vendre un terrain dans un parc industriel quand tu n'es pas capable de te rendre pour voir le terrain, quand tu n'es pas certain qu'il n'y aura pas des obstacles environnementaux et de toutes sortes aux travaux de construction. D'ailleurs, on l'a vécu et on a déchanté beaucoup. Ce qu'on pensait qu'il se réglerait en 6 mois, on va avoir pris à peu près 2 ans. La fameuse histoire des grenouilles Les grenouilles, les troglodytes avec cours, des sortes d'herbes, cours d'eau à déplacer, des zones humides qui se découvrent puis qui apparaissent tout à coup dans les plans du ministère. Donc, ça n'en finit plus, les tracasseries en passant du ministère de l'Environnement au ministère des Transports, au zonage.
Il y a tout ça à battre, mais là, on a passé à travers de tout ça. On est rendu à l'asphalte. C'est réglé. Ça veut dire que c'est réglé. Là, ça veut dire qu'on est prêt à partir. L'usine de biométhanisation, le projet de Biome est en appel d'offres actuellement. Donc, normalement, on suit l'échéancier et on devrait être en construction là aussi l'année prochaine. Donc, il y a beaucoup d'effervescence. Les terrains d'Alcan sont presque tous remplis actuellement. Il y a aussi un autre chantier qui est en cours là, c'est les condos industriels. Donc, on crée des emplois. Il y a des projets massifs de développement résidentiel dans le secteur Est, l'ancien territoire de Maple Grove. On vit actuellement un énorme chantier de construction, là. C'est des duplex, des quadruplex, des 16 logements qui sont en construction. Parce que tout le monde qu'on veut attirer, l'objectif de Beauharnois 2020, c'est d'attirer 20 000 personnes en 2020, mais toujours. Ça prend donc de l'endroit pour les loger. Une fois qu'on leur a trouvé un emploi, il faut quand même leur donner des conditions de vie. Mais pour rester un peu sur le côté industriel, il y avait aussi un souci d'organiser ça comme il faut aussi, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans la ville de Beauharnois. Quand on regardait où était placé le quartier industriel par rapport aux résidences, tout ça, j'imagine qu'il y avait aussi un souci de faire ça dans un ordre. Il y a deux choses. En fait, on n'avait pas vraiment développé le parc industriel. Le parc industriel de Beauharnois s'est fait historiquement par l'industrialisation dans les années 40. Dans le fond, c'est un effort de guerre qui s'est fait à Beauharnois. C'est ça qui a amené la Saint-Lawrence dans le temps, qui était l'Alcan après ça. Donc, faisait des alliages métalliques. La même chose avec Chromasco et Alcan qui sont venus construire dans les années 40 dans l'effort de guerre, dans le fond. Alcan produisait pour la machine de guerre de 39-45. Après ça, c'est resté une entreprise, des entreprises de première, de matière, pas de matière première, mais de première... de transformation. Première transformation. Ça s'est jamais modernisé, ce qui a expliqué quand les marchés émergents ont sorti, donc la Chine, l'Inde, l'Orient, qui ont sorti avec des coûts de main-d'œuvre beaucoup plus bas que ce qu'on était capable de produire ici, avec des possibilités de s'alimenter en matière première aussi, ce qui a fait que ces industries-là qui n'avaient pas suivi technologiquement, qui étaient demeurées des entreprises très de base, ils n'ont pas été capables d'assumer la concurrence, et ce qui a amené à la rationalisation de ces entreprises-là, à fermeture et souvent au transfert de production vers des pays où la main-d'œuvre est à meilleur marché. Et c'est pour ça aussi qu'on a des industries comme la biométhanisation qui sont quelque chose de peut-être un peu plus la technologie durable. Beaucoup plus à point. Premièrement, on a commencé par ouvrir des terrains, ce qui aurait dû être fait il y a 30 ans ou 40 ans, qui n'a pas été fait parce que c'était pas une ville, c'était plusieurs municipalités et c'était pas nécessaire parce que les entreprises fonctionnaient, on avait des belles jobs, à des bons salaires. Sauf que quand ça a disparu, on a réalisé que ça prend des espaces si tu veux amener des entreprises. Donc, l'entente qu'on a fait avec Hydro-Québec, l'acquisition de ces terrains-là, c'est la ville qui a été le moteur de tout ça, là, parce que c'est pas avec des subventions de personnes qu'on a fait ça. C'est la ville de Beauharnois qui s'est pris en main, qui a acheté les terrains, qui a investi les infrastructures. On a mis 30 millions là-dedans, là, sans aide de personne. Là. Fait que c'est sûr que ça a donné une vitrine, ça a donné un espace, ça a attiré aussi la collaboration très étroite d'Alcan, qui est à souligner tout le temps. C'est grâce à eux autres que tout ce projet-là est parti, Rio Tinto Alcan aujourd'hui. En nous cédant les installations pour une pièce, ça nous a permis d'aller chercher OVH. Tu sais, OVH, c'est un des plus gros centres de serveurs hébergeurs informatiques au monde. Donc là, on ne se parle plus d'une technologie des années 40, là, on se parle d'une technologie des années 2040. Et qui évolue donc, on est tout à fait jour. à date aujourd'hui. Tu parlais de la biométhanisation. C'est aussi une industrie moderne, la biométhanisation. C'est de convertir nos déchets, produire du gaz. C'est tout à fait bio et c'est tout à fait des années 2000. Là. Donc, on s'en va vers ça. Puis actuellement, on travaille dans ce sens-là aussi pour essayer d'en attirer d'autres. C'est sûr que la visibilité que nous offre OVH, par exemple, fait en sorte que là, pour beaucoup de monde à travers le monde, ils savent c'est où Beauharnois, là. Si tu as 360 000 serveurs, ça veut dire que tu as au moins 350 000 entreprises à travers le monde qui reçoivent une facture émanant de Beauharnois pour l'hébergement de leur site Internet ou de leurs données. Là. Et c'est un de leurs grands centres de données ça au monde. Ça va être, selon OVH, le plus grand centre au monde de données de ce type-là, avec 360 000 serveurs à Beauharnois. Là. Alors, on a vraiment fait... on a ramené Beauharnois dans la modernité aussi. Absolument. Dans les dernières années. On a converti une usine fermée et désaffectée
en un centre d'hébergement informatique. Donc, une usine des années 40 en un centre d'hébergement informatique des années 2000. Ça a été un coup fantastique qu'on a pu faire là, et ça nous ouvre la porte à attirer plein d'autres mondes. Et comme tu disais, c'est important de le souligner, de le ressouligner, je pense, la contribution de Rio Tinto Alcan. On n'est pas nécessairement habitué de voir des grosses compagnies comme ça donner un coup de main comme ça, et je pense que c'est important. Nous, on a l'exemple concret à Bois-Noir, on a tout vu, là. Le premier qui a fermé, c'est Chromasco. Ils ont fait faillite, ils ont laissé les installations qui sont là, puis ils sont partis avec. Elkem s'est sauvé avec les meubles, puis tous les équipements, puis sont allés installer ça ailleurs, alors que c'était l'usine la plus productive d'Elkem au monde. Ils l'ont quand même fermé parce que quand ça a été vendu à une compagnie étrangère, eux autres, il y avait d'autres priorités. Domtar qui nous a laissé ses bras en partant avec le fonds de pension, puis avec toutes les installations, en nous laissant la contamination de là. Et tu arrives avec Rio Tinto Alcan, qui eux autres ferment l'usine. La décontamine. Ils font une entente avec Bois-Noir. Il y a des contamines, ils investissent 8 millions dedans, ils nous la donnent pour une pièce. On est ailleurs. En plus, ils nous accompagnent dans la recherche. Puis en plus, ils ont créé un fonds d'investissement dans lequel ils ont mis au départ 1 million pour aider les entreprises qui vont s'installer à Bois-Noir. Ça, c'est unique dans ce qu'on a vu comme réaménagement. Ce qui a fait aussi que, contrairement à bien d'autres, on n'a pas déchiré notre linge sur la place publique bien longtemps quand Alcan s'est fermé. On s'est pris en main, on a retroussé nos manches au lieu de les déchirer, puis on est allé chercher des investisseurs. Et on a profité des organismes comme Montréal International qui ont fait partie de la CMM et Montréal International, ça fait partie de nos outils de promotion à l'étranger. C'est eux autres qui ont emmené OVH, là. Donc c'est ça qui a fait qu'on est reparti sur une tout à fait nouvelle base, là. Et puis, comme on a commencé à s'aventurer sur ce terrain-là, il y a le commercial, l'industriel, mais il y a également le résidentiel qui est important. Comme on le disait, les gens viennent ici pour l'emploi, mais doivent rester, doivent avoir aussi une qualité de vie. Il y a donc des nouveaux projets résidentiels qui actuellement, il y a plusieurs projets qui sont en cours. Bon, dans le secteur ouest, il y a le projet des Éclusiers, près de la sortie du chemin du canal, où là, des promoteurs comme Voyer Tremblay sont installés là, les promotions de Jean-Paul Leroy, les investissements qui sont autour des logements de la Bisonnière. Donc, il y a du logement, il y a du multiplex, il y a du résidentiel, il y a du jumelé qui est en train de se faire là, qui est accessible à tous les types de bourses, là. De l'autre côté, si on s'en va du secteur Est vers Maple Grove, le projet Goodfellow sur le bord de l'eau pour des résidences plus huppées qui va commencer dans les prochaines semaines. On parle déjà des multiplex près de l'école qui sont en construction. Je pense qu'il y en a 24 de conçus. Il y en a 42 autres qui s'en viennent. Il y a une soixantaine de logements. Actuellement, on prévoyait, tu vois, en termes de résidentiel, on espérait autour de 200 logements par année. On est très nettement au-dessus de ça à date, là, pour cette année, pour l'année passée et cette année. Et là, on travaille, on devrait commencer à voir le jour avec les projets de condos sur le bord de l'eau dans le centre-ville. Et on travaille avec le développement du Champéra aux abords du site commercial près de l'école secondaire des Patriotes. Ça devrait être la prochaine étape. Et c'est là qui est, dans le fond, le nœud où on devrait se retrouver avec une beaucoup plus forte densité entre l'école secondaire, le projet commercial, l'autoroute Boulevard-Cadieux. Cette section-là devrait permettre l'aménagement de beaucoup de résidences. Comme on le disait aussi, il y a une qualité de vie qui doit venir avec ça. Il y a des projets aussi au niveau commerciaux. L'offre de services commercial va augmenter beaucoup dans les prochaines années. Vous avez des programmes aussi pour au niveau du visuel, j'ai envie de dire. Il y a un projet de façade qui a été annoncé sur les axes principaux de la ville de Bois-Noir. On a instauré il y a 3 ans déjà le programme de Réno Façade pour aider le développement commercial, pour revamper l'image commerciale, dans le fond. On l'a centré au départ essentiellement dans le quartier centre-ville. Mais là, on a extensionné ça pour y inclure les deux axes de la route 132, donc le boulevard Melogeville d'un côté et le boulevard de Maple Grove de l'autre. Le chemin Saint-Louis jusqu'à l'autoroute et le chemin de la Beauce jusqu'à l'autoroute, donc les 4 accès principaux de la ville, en plus du centre-ville, sont éligibles aux subventions du programme de Réno Façade.
Ça a commencé, quand on regarde l'exemple de la librairie Boyer sur la rue Ellis, ça a été une transformation radicale. On espère que là, il va s'en faire d'autres. La Caisse populaire vient tout juste d'annoncer que là, ils ont réaligné leurs affaires et ils vont demeurer dans le centre-ville. Ils vont rénover la façade d'ailleurs de la Caisse populaire dans le cadre de ce programme-là. C'est sûr que l'arrivée de l'autoroute, une autoroute, c'est un aimant énorme. Là. Donc c'est sûr que ça avait tendance à attirer et ça va susciter un développement commercial important du côté de l'autoroute. Mais pour nous, c'est essentiel de sauver le centre-ville. On a d'ailleurs fait une rencontre de consultation il y a 2 semaines avec tous les commerçants du centre-ville. On a eu pas loin de 200 personnes qui ont répondu à notre invitation, où on a regardé avec eux comment on va réinvestir actuellement dans la rénovation des infrastructures du centre-ville. Donc, à très court terme, on parle déjà, on a mis dans le plan triennal des mobilisations, nous, 9 millions pour investir dans le centre-ville, pour la rue Richardson, la rue Saint-Joseph, la rue des Écossais et principalement la rue Ellis, qui est à refaire complètement parce que dans les dernières années, elle a été massacrée par le transport des camions. Donc ça, on a regardé, on étudie actuellement des hypothèses. On veut faire du centre-ville un pôle d'activités récréo-touristiques axé autour de la marina. Je parlais des condos tantôt. On a fait une entente l'année passée avec un exploitant de marina qui s'en vient. On parle d'une marina de 250 places. Qui va emmener des condos, qui va emmener des commerces de restauration, qui va emmener, et là on veut faire de la rue Ellis une place où on va se promener avec idéalement des terrasses autour de la place du marché, une promenade qui va nous amener au bord de l'eau vers la marina. Donc vraiment se tourner et changer le fonctionnement du centre-ville pour devenir un centre récréo-touristique. Regarde le modèle de Terrebonne, du Vieux-Belleuil, Saint-Jean. Il y a des places où on a trouvé, particulièrement quand on est sur le bord de l'eau, et c'est une richesse extraordinaire à Bois-Noir, parce qu'on a probablement le plus beau bord de l'eau à l'est des Rocheuses. Et il faut commencer à l'exploiter aussi. Il faut le montrer, il faut le regarder, il faut arrêter d'y tourner le dos puis de le cacher. On a fait le parc sur le bord, là on va emmener à Marina, on veut relier ça avec la place du marché, aller intégrer le parc Sauvé, faire des réaménagements dans le parc Sauvé pour moderniser un peu tout ça puis le rendre beaucoup plus fonctionnel et intéressant pour attirer le monde qui vienne marcher dans le centre-ville, qui vienne se promener, qui vienne y manger dans le restaurant, qui vienne sur le bord de l'eau. On a évoqué un endroit comme le Vieux-Longueuil. Est-ce que c'est ce cachet-là qu'on va aller chercher aussi au niveau visuel? Oui. Est-ce qu'en développant aussi rapidement, j'imagine qu'il y a un souci d'harmoniser le tout, d'avoir une seule et même ville qui... Bien, c'est ça. L'avantage qu'on a à Bois-Noir, c'est d'avoir un centre-ville. Comparé à beaucoup de nos voisins, nous, c'est assez facile à cerner. C'est Ellis, Saint-Laurent, chemin Saint-Louis, puis l'entrée de Bois-Noir. Donc, c'est clair. C'est ça, le centre-ville. C'est ça aussi que Bois-Noir, c'est une ville qui a une histoire. Puis un centre-ville avec un cachet qu'on va essayer de garder. Ce qui ne veut pas dire qu'on va garder toutes les vieilles bâtisses existantes. C'est sûr que développé en 2015, c'est pas développé en 1905. Donc on va avoir des bâtisses plus modernes, plus équipées, mais il y a des affaires à sauvegarder. Et ça, on a un inventaire des bâtiments patrimoniaux qui a été fait au niveau en collaboration avec la MRC. La première étape est faite, les bâtisses sont identifiées. Donc, ceux-là, on va essayer de les préserver. Entre ça, on va aller chercher autre chose. Et c'est pas nécessairement toutes des vieilles affaires. Il peut y avoir, on peut faire côtoyer des bâtisses modernes avec des bâtisses plus anciennes. Il s'agit juste de savoir ce qu'on veut sauvegarder, d'avoir un plan d'ensemble d'aménagement et surtout de prévoir une rue plus fonctionnelle que ce qu'on a là. Là, actuellement, c'est dangereux, c'est pas... Il y a des travaux à faire. Il y a des travaux à faire, il faut rendre ça, il faut mettre des arbres, il faut verdir ça, il faut avoir des terrasses sur le bord, il faut avoir quelque chose pour attirer le monde. Une des façons d'attirer le monde, justement, ça a été de ramener la fête des citoyens à Beauharnois. Ça a été un peu le coup d'envoi là, au retour des activités sur la place du marché. Ça va revenir, j'imagine, cette année? Ça revient, mais ça revient à l'Aréna cette année, parce que, essentiellement, parce qu'on n'était pas certain que les travaux du centre-ville se feraient pas pendant l'été. Et c'est difficile de faire une fête comme la fête des citoyens quand tu es en chantier de construction. C'est pas l'idéal. Comme on ne savait pas, dans le fond, ce qu'on attend pour débuter les travaux, nous, c'est que le programme d'infrastructure gouvernementale provinciale soit mis en place. Là, on est très en retard là-dedans par rapport au reste du Canada. Un peu partout en Ontario puis dans l'Ouest, ils ont presque fini de dépenser les montants des budgets. Nous autres, on n'a même pas signé l'entente encore, c'est pas réglé. On attend ça. On n'est quand même pas pour investir 9 millions.
puis se priver de 3-4 millions de subventions parce qu'on était avant le programme. Donc, c'est ça un peu qui nous retarde. Est-ce que c'était le dépôt du budget qui retardait ça? Au début, ça devait être fait pour l'automne. Après ça, le mois de janvier. Après ça, on s'est dit, c'est le dépôt du budget. Là, on se dit, c'est-tu parce qu'il y a des conférences de presse d'organiser puis de céduler? Mais il va bien falloir qu'on le lance un jour. Il y a tellement de problèmes d'infrastructure au Québec. Et il y a de l'argent fédéral là-dedans. Là. On ne peut pas attendre éternellement. Là. On a un projet de 12 millions de rénovation en infrastructure d'égouts. Il va falloir que quelqu'un embarque dans le programme à quelque part. Là. Et je pense que c'est un peu la situation dans l'ensemble du Québec. C'est partout, on n'est pas tout seul, tout le monde est comme ça, mais c'est ce qui a fait, par exemple, qu'on a dit à la Fête des citoyens, tu peux bien prévoir t'organiser au mois de juin sur la place du marché, mais si jamais on était en chantier, tu vas avoir l'info. Fait que là, on les a relocalisés, ils se sont relocalisés à l'Arena, donc cette année, on va se faire à l'Arena, mais c'est sûr que c'est un bel exemple de réimplication du monde. C'est un comité à part de la ville, ils ont organisé ça. Là, ils ont annoncé la programmation. On s'est retrouvé avec des vedettes comme Martin Deschênes, on est fait un spectacle ici à fin juin. Donc, ça ramène la vie, qui ramène du monde, puis là, les jobs avec, puis le commerce avec. Le chantier d'Ardennes qui commence, sont en train de mobiliser le chantier actuellement. Les pelles mécaniques s'en viennent là, et il y aura un centre d'achat en opération à partir de l'automne, là. Donc là, on recrée l'activité commerciale, on ramène des résidents, on ramène des jobs, et là, la machine est partie, là. Justement, au niveau de ces travaux-là, les dates, les chantiers vont bien, les dates avancent bien. Est-ce qu'on prévoit, les ouvertures sont prévues? Est-ce que tout se déroule dans l'ordre pour le moment? Tout est dans l'ordre. Le projet d'Ardennes, ça commence. Là, on a tout signé les ententes, tous les papiers, tout est clair, tout est parti. Eux autres, ils ont investi ce qu'il fallait. Les pelles mécaniques sont là, ils ont fait des relevés, des prélèvements de la terre. On est tout à organiser tout ça, là. Il y a un autre projet qui est en train de se bâtir aussi, qui va arriver dans le même coin. Lui ici, incessamment, on va faire des annonces, là. Okay. C'est clair qu'en termes commerciaux, ça se développe tout à fait au rythme qu'on escomptait et tout fonctionne bien. Puis dans le parc industriel, ça va partir parce que là, les dernières autorisations devraient nous permettre de tout brancher. Puis là, ça va se mettre en marche. On est habitué de voir la ville de Beauharnois très associée à la ville de Salaberry de Valleyfield de façon électorale, j'ai envie de dire. Mais ces temps-ci, il y a des partenariats qui se font aussi beaucoup avec la ville de Châteauguay. Récemment, il y a eu le Salon Americana où vous avez été là-bas en collaboration. Est-ce que c'est récent cette collaboration-là avec Châteauguay ou ça a toujours été ou est-ce que ça prend de l'ampleur? C'est peut-être récent que ça prenne l'image sur la place publique comme c'est là. Mais Beauharnois a toujours été un peu partagé entre les deux, là, parce que c'est vrai politiquement pour le comté, mais c'est vrai aussi pour la MRC. C'est vrai, là, dans quelques minutes, je m'en vais à une conférence de presse à Salaberry de Valleyfield pour l'annonce de l'éco-centre, parce que la gestion des matières résiduelles, ça se fait en collaboration avec eux autres, au niveau de la MRC. Mais il y a toujours eu, en même temps, des relations très étroites avec Châteauguay. Notre service de police, il est conjoint, Châteauguay-Beauharnois. Il y a déjà des ententes qui fonctionnent. Et là, depuis un an, on travaille beaucoup plus ouvertement et en collaboration. On a regardé avec Châteauguay, entre autres, pour créer dans nos parcs industriels respectifs un attrait pour essayer d'amener des entreprises liées avec la biométhanisation. C'est une nouvelle industrie au Québec, la biométhanisation. Ce sont des entreprises européennes. Ça commence au Québec avec avec Biome chez nous et avec l'autre site de biométhanisation plus dans l'Est, dans la région de Varennes. Il y en a 2 en Montérégie. Il y en a 3 qui vont être en construction à Montréal. Le Québec a investi beaucoup là-dedans en se donnant des objectifs 2020. Donc, il va se créer à quelque part une industrie autour de ça. Tu peux pas bâtir 5 entreprises de biométhanisation à 30 millions chaque sur des ententes. On va faire une entente, nous, sur 20 ans, qui va dépasser le 100 millions avec l'entretien et l'opération de l'usine. Donc, tu peux pas faire ça sans penser qu'il y a des entreprises qui vont venir s'installer à quelque part. Les laisserons-nous tomber en Ontario ou aux États-Unis, ou bien si on va essayer de les faire tomber chez nous. Mais c'est ça qu'on a essayé de faire avec Châteauguay. Ça explique notre présence à Americana, où on est allé ensemble, conjointement, vendre 2 parcs industriels. Ça, c'est peut-être une première aussi, que 2 villes osent mettre sur la table 2 parcs industriels en disant on n'est pas en compétition, on travaille ensemble. Et si une entreprise va s'installer à Châteauguay, ils vont peut-être venir demeurer à Beauharnois et au contraire, s'ils s'installent dans le parc industriel chez nous, ils vont peut-être vivre à Châteauguay.
Et ça, c'est tout à fait l'esprit des années d'aujourd'hui. Et comment ça a été perçu, justement, au Salon Americana? Ben, ça a été très bien vu à Americana. D'ailleurs, on était les deux seules villes présentes au Salon Americana. On ne peut pas dire que demain matin, il y a 3 entreprises qui vont venir s'installer, mais on a eu beaucoup de contacts. Il y a beaucoup de monde qui sont venus poser des questions. Vous venez faire ici, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils ont vu des espaces industriels de disponibles. C'est sûr que plus va avancer des projets comme Biome, on est actuellement en appel de proposition. On suit l'échéancier. L'année prochaine, on va être rendu à la construction. Quand on va connaître l'entreprise qui s'en vient ici, là, on va être en mesure de jaser avec eux autres d'investissement puis de placement ici. Et comme le programme commence au Québec, il va se répandre après ça aux États-Unis et au Canada, donc il y a une industrie en développement. Qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher là-dedans? On ne le sait pas trop. Mais on sait qu'il va y avoir c'est sûr que c'est quelque plus que rien. Donc, s'il y a quelque chose à aller chercher, on va être là pour ça. Là. Et conjointement, en même temps, on a aussi mis dans le deal que, on parlait d'Expo Habitation tantôt, bien, l'année prochaine, Châteauguay va être avec nous autres au Salon Expo Habitation parce qu'on va partager notre kiosque avec eux autres. D'ailleurs, le kiosque qu'on avait à Americana, c'est celui de la ville de Beauharnois à Expo Habitation. L'année prochaine, ça sera celui de Châteauguay et Beauharnois au Salon d'Expo Habitation. Donc, de plus en plus, il va falloir ça. On finalise actuellement les ententes. Ça, c'est un sujet qu'on va pouvoir revenir sur le service de police. Nous, on a déjà clairement dit qu'on veut poursuivre la collaboration avec Châteauguay dans le service de police. On est à revoir les modes de gouvernance selon les attentes qu'on avait déjà manifestées. Et sous peu, on va être en mesure de déposer un projet d'entente de renouvellement à plus long terme du service de police. Donc, la collaboration, elle va continuer. Elle est essentielle. Tu sais, je ne peux pas dissocier Beauharnois de Châteauguay. Moi, quand j'étais jeune, les gens de Châteauguay, une école au secondaire à Beauharnois. Quand on va en développement commercial ou des activités, ça se passe vers Châteauguay. On est à 5 minutes. Avec l'autoroute, on est à 8 minutes. Là, et il y a des projets qui sont en cours pour des investissements conjoints en activités récréatives. Là. Il y a de la place pour beaucoup de collaboration. Mais il y a aussi de la place pour la collaboration avec Valleyfield. On va continuer aussi de ce bord-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez récent d'avoir au niveau récréatif, d'avoir des projets comme ça plus régionaux? Est-ce qu'on travaille plus? C'est une impression moi, je pense que c'est assez nouveau. Moi, je suis très content de pouvoir dire qu'on a des projets conjoints puis qu'on est ouvert à pas toujours essayer de se tirer le tapis dans tous les pieds, mais plutôt à travailler ensemble parce qu'il y a des affaires qu'on n'est pas capable d'avoir tout seul. Tu sais, moi, je veux bien penser qu'à Beauharnois, on va être 20 000 en 2020, là, mais on ne sera pas 50 000. Là. Une piscine, par exemple, je ne suis pas capable d'en faire une. Là, on regarde avec Châteauguay, eux autres ont d'ouvrages à faire pour rénover la leur. On est-tu capable de se mettre en commun pour des affaires comme ça? Et je trouve que c'est tout à fait des années d'aujourd'hui. Là. Actuellement, on regarde avec Ville de Léry pour offrir des services pour pouvoir dépanner un peu Ville de Léry dans son développement à partir des installations qu'on a. Moi, je suis pas fermé à ça. Là. On n'est pas là pour uniquement qu'ils se bâtissent ou qu'ils se produisent quelque chose à Beauharnois. Là. De toute façon, au final, c'est le citoyen qui en ressort gagnant de ce genre d'initiative. Puis il y a des affaires qu'on n'est pas capable de faire tout seul. T'sais, on se disait qu'on va se parler de la santé maintenant. Bien, la santé, je suis pas capable de la faire juste moi. J'ai besoin des autres autour. S'il y a du monde qui veut collaborer, plus on va être de monde à se mettre ensemble, plus on a de chance. C'est un très bel exemple qui ne peut pas vivre si on n'est pas une grosse gang. Si on est 500, ça ne marchera pas, le centre de santé. Si on est 5000, ça va marcher trop vite. Là. Il va falloir qu'on se trouve à quelque part entre les deux. Mais pour avoir 1000 ou 2000 personnes demain matin, je ne suis pas sûr que je vais toutes les ramasser dans Beauharnois comme ça. Là. Parce que là, on parle de la nouvelle coopérative de santé qui va voir le jour cette année, à la condition d'avoir 1000 membres au 1er juillet. Ouais, moi, je vais reprendre ta phrase. Elle va voir le jour cette année. Elle va voir le jour cette année, c'est sûr. On a fait la consultation là-dessus. Dans les dernières semaines, écoute, on a ouvert un poste. On a une coordonnatrice en santé qui rentre en fonction la semaine prochaine, le 4 mai, qui est d'ailleurs une personne qui a une vaste expérience dans le domaine de la santé, qui a une formation médicale à l'extérieur du Canada, mais qui en plus a une maîtrise en gestion, qui s'en vient nous accompagner dans la mise en place de ce service-là. La Ville s'est engagée la semaine passée devant tout le monde à fournir un local pour ça. Donc, d'ici un mois, on va savoir où va être localisé le centre de santé, mais il va être dans Beauharnois, c'est évident, et la Ville s'est engagée à faire ça. Là, on rouvre un poste d'infirmière demain matin. La santé va se faire. S'il y a 1000 personnes qui signent
signe l'engagement, il va y avoir un médecin dans ça, là. Tu sais, c'est l'œuf par la poule. Si j'ai le monde, je vais avoir un médecin, puis si j'ai le médecin, je vais avoir le monde. Mais il fallait qu'à quelque part, ça marche. Et c'est pour ça que la Ville est venue mettre son doigt dedans. Tu sais, la santé, là, c'est pas un rôle municipal. On est davantage sur les rues, ses trottoirs, ses loisirs, puis ses égouts que sur la santé. Mais ça avance à pas. On a beau s'en parler, ça fait des années qu'on en parle, des années qu'on nous dit, tout le monde reconnaît au C3S et partout qu'il y a une lacune en santé, mais on est dit tout le temps, ouais, mais là, il n'y a pas de médecin, puis là, le médecin qui était là, il s'en va, l'autre est décédé, puis là, il n'y en a pas qui arrivent. Comment on fait pour les amener? Ah, mais là, se bâtir une clientèle, c'est compliqué. Fait que là, la Ville, s'est impliqué dedans. On a trouvé une ressource qui est Anne suite à une entente avec une subvention, entre autres, de la CRE. On a donc préparé la mise en place de ça. On a travaillé avec le C3S, comment ça se met en place une coop. On a sondé le monde l'année passée. Il y a eu un appui très clair à ça. Il y a 2 semaines, on faisait une réunion publique où il y avait 200 personnes aux Patriotes qui nous ont tous dit emballer. Écoute, ce que je peux vous dire aujourd'hui, ce matin, on avait au-delà de 258 personnes qui ont déjà signé leur adhésion en l'espace d'à peu près 4 jours. Donc, moi, je suis convaincu qu'en 3 semaines, le 1000, il va être rentré. On s'en va viser, c'est entre 1000 et 2000 qu'il va falloir avoir. Et plus il y a de monde qui va embarquer là, plus cette clinique-là, elle va être fonctionnelle demain matin. Là, on rouvre un poste d'infirmière, là. On prend les devants, là. On va baquer la Ville, on va y aller, on va faire en sorte. Ils créent cette semaine, je pense, le conseil d'administration. À partir de là, c'est une OBNL qu'on a créée qui va opérer le centre de santé. Et eux autres, tous ces investissements-là, puis l'adhésion du monde, ça va leur donner un fonds nécessaire à partir. Puis nous, on va backer avec la bâtisse et en attendant, on va y supporter. Donc moi, j'étais confiant qu'elle va être en marche la santé puis qu'à l'automne, je vais pouvoir me faire soigner ici. C'est venu d'où l'idée de la coop de santé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup au Québec? Bien, ça existe au Québec. C'est sûr qu'on s'est fait montrer des modèles. On l'a à Saint-Isidore. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde de Beauharnois qui fréquente la clinique, la coop de Saint-Isidore. Donc, ça prouve qu'il y a un besoin quand tu es rendu à faire ce kilométrage-là pour aller trouver un médecin. C'est parce qu'il n'y en a pas de médecin, là. Et qu'est-ce qui existe actuellement au Québec? C'est là qu'on a fait le tour avec la santé. Bon, le CLSC a un rôle un peu particulier, très précis. Des cliniques de médecine familiale, c'est déjà très identifié dans des pôles beaucoup plus populeux. Bon, il y en a un à Nouvelle-Fille, une à Châteauguay. Beauharnois ne répond peut-être pas à ça. Bon, par rapport à quoi on se retrouvait une clinique de santé privée, là aussi, c'est l'œuf par la poule. Si tu amènes assez de monde, on va y aller s'il y a de la business. S'il n'y en a pas, bon, comment on partait? Donc, le modèle de la coopérative a été celui qui nous a apparu le plus intéressant, mais c'est un modèle, c'est pas nécessairement identique aux autres coopératives. Là, on part, on veut mettre ensemble plusieurs services de santé, c'est ça qui a été identifié, intégrer beaucoup des services d'infirmières, parce que ça règle une grosse partie du problème. Donc, si on met toutes les ressources ensemble, on va finir y arriver. Puis ça prenait un moteur pour partir à quelque part. Ça ne veut pas partir tout seul, ces affaires-là, c'est pas vrai. Il n'y a jamais rien qui se fait tout seul. Est-ce que le fait que, justement, il y a une grande mouvance dans la ville et qu'on sent que les citoyens sont peut-être plus impliqués qu'avant a favorisé le choix de la coop de santé qui nécessite que les gens soient allumés, qu'ils soient... je pense que les gens réalisent qu'à l'exemple de la ville, si tu ne te prends pas en main, ça ne se fera pas tout seul. Il n'y a rien qui se fait seul, encore une fois, là. Si le développement industriel se fait, c'est parce que la Ville a acheté un parc industriel. La Ville a dit à Alcan, donne-moi tes installations. C'est en partie comme ça. C'est pas eux autres qui nous ont rentré les installations dans la gorge, là. On a eu le front de dire à Alcan, donne-moi les installations. Moi, je vais faire quelque chose avec, même si je ne suis que la Ville de Beauharnois. Ça a marché. On a fait quelque chose avec. On a convaincu Hydro-Québec d'embarquer. On est allé en appel de proposition pour un projet commercial. Le monde nous a dit, c'est une autre affaire capotée, ça se fera jamais à Beauharnois, là. Écoute, ça marche, là. Il va y avoir 40 millions d'investissements, 1000 emplois, 700 emplois de créés juste dans l'espace commercial. Donc, en se prenant en main, ça marche. Ça a rappelé au monde que ça pouvait marcher. Ça peut marcher avec l'industriel, ça peut marcher avec le développement commercial, ça va automatiquement entraîner le développement résidentiel parce que ça se fait aussi. Ça a même généré de l'intérêt pour le monde de s'impliquer. Tu donnais l'exemple de la Fête des citoyens tantôt. Les gens se sont repris en main et ils ont organisé la Fête des citoyens. Et toute une. Donc, on est sûrement capable d'organiser une clinique de santé en même temps. On va faire revivre la marina. C'est sûr que ça marche. Et plus ça fonctionne, c'est une boule, hein?
La boule est partie. Là. Le monde, il pense qu'on est capable de se développer industriellement, commercialement, on est capable de créer une clinique de santé. Demain matin, on peut peut-être être capable de se bâtir une piscine. Est-ce qu'on sent ça dans la ville? Est-ce qu'on sent cette énergie-là chez les citoyens? Est-ce que cette mouvance-là commence à moi, je pense que oui. Je pense clairement que je regarde les commentaires qu'il y a eu à la consultation qu'on a faite sur le centre-ville. Je n'ai eu que des commentaires positifs de ça. Les gens commencent à dire partout, regardez comment ça marche à Beauharnois, là. Tu peux pas faire ça puis que ça tombe mort demain matin, là. Et là, on va prendre les moyens. Tu sais, on a annoncé un cadre financier qui dit clairement que notre objectif est de réduire le fardeau fiscal d'aujourd'hui à 2020. On est la seule ville au Québec, je pense, qui a baissé son compte de taxes en 2015. La seule. Alors que le gouvernement a resserré la vis, on a compressé les dépenses. Malgré tout ça. Partout, ça a été 3, 4, 5 jusqu'à 8, 10 d'augmentation du compte de taxes. Beauharnois, ça a été moins 1 On s'est engagé à serrer la vis, à gérer comme du monde et à profiter de ces investissements-là. Essentiellement, ce qu'on a fait, on a vraiment planifié sur les 5 prochaines années les revenus qui vont être générés par le développement industriel, par le développement commercial et résidentiel. On les a annoncés, on les a mis sur la table et on s'est engagé, puis on s'est attaché jusque-là. On s'est dit, c'est faisable et en condition de prévoir ça, on va investir puis on va prioriser la réduction du compte de taxes. Et on s'est mis en tête sur la bûche. Puis ça a marché. Est-ce que, avec la période actuelle, on est au lendemain ou à quelques jours là, après le dépôt du budget provincial, est-ce que c'est quelque chose qui était appréhendé de votre côté? Est-ce que c'est quelque chose qui pouvait modifier les plans du futur? Bien, les coûts ont déjà été donnés. Tu sais, l'entente qui a été faite à l'automne passé où les municipalités ont accepté de récupérer 100 millions de compression. Tu sais, quand on est passé de la récupération de la TVQ de 62 à 50 c'est 12 ça enlève de rien, 12 de 10 Mais quand tu investis 30 millions dans un parc industriel, sais-tu que la TVQ, c'est une grosse affaire, là? C'est pas juste 50 $, là. Sur 30 millions, on parle de 2,5 millions à 3 millions de taxes à verser. Mais on le savait depuis l'année passée que ce fardeau-là, on l'aurait, puis qu'au lieu de récupérer 60, on récupérait 50. C'était déjà prévu. On a planifié en conséquence de ça. C'est sûr que les investissements qui se génèrent actuellement, bon là, on va fermer la présente année avec pas loin de 12 millions de surplus. Pas gros de villes qui ont un budget de 16 millions qui vont fermer avec 12 millions de surplus. Effectivement. Ce 12 millions-là, par contre, on l'a déjà planifié comment on va l'utiliser dans les 5 prochaines années, comment, entre autres, on va investir dans nos infrastructures, près de 80 millions, on va investir dans davantage de services, c'est ce qui va nous permettre de supporter des projets comme la clinique de santé, comme des projets de développement d'activités physiques à quelque part, comme les projets de développement résidentiel, puis les infrastructures qu'on va faire. T'sais, 80 millions d'infrastructures, c'est énorme, là. C'est vraiment énorme. Et on va le réaliser. Si le gouvernement participe le moindrement, on va l'accélérer. À part de ça, ça va aller plus vite que 2020. Là. Et si ça va ramener tout ça, j'imagine, un sentiment d'appartenance, un sentiment de fierté à la ville de Beauharnois qui s'était peut-être perdu dans les dernières années? Bien, il y avait un défaitisme qui est probablement inhérent aux fermetures pour perte d'emploi, qui est déjà en train de virer de bord. Là. Moi, je pense que oui, ça va amener ça. Ça va amener, puis plus ça va ramener le monde, plus ça va ramener cette activité-là, plus il va y avoir de succès, plus tu as la conviction que tu es capable de réussir les affaires. Au lieu de toujours dire, ben là, ça ne marchera jamais. Aujourd'hui, ce qu'on commence à entendre à Beauharnois, c'est que je vais y aller là-dedans, ça va marcher. Il y a du monde qui risque, puis qui bâtisse, puis que ça marche. Ils sont loués, là. Tu sais, dans Maple Grove, regarde, dans le secteur de Maple Grove, tout ce qui s'est construit, les gens disaient, ah, les condos, ça n'a pas d'allure sur le boulevard Maple Grove, ça se logera jamais au 4e étage. Les premiers qui se sont vendus, c'est 4e en haut, c'est tout vendu. Donc, ça marche. Donc, au lieu de dire tout le temps, ça ne marchera pas, on commence à dire, le Beauharnois, ça va marcher. Et plus on se dit ça, et plus ça a de chance de marcher. Ben oui, c'est sûr qu'on va glisser de temps en temps, mais si tu t'engages pas, tu sais, ça a été de convaincre tout le monde que là, il fallait y aller avec une baisse de taxes. Là. Si on le fait pas, là, on va toujours se trouver une raison pour pas la faire. Puis on va toujours accumuler, puis se garder des réserves au cas où. Mais avec des hauts cas où, tu n'avances jamais parce que tu les investis pas, tes réserves. Là, on a changé, on s'est pris en main. Et une ville, aujourd'hui, je pense, doit être un moteur de sa propre économie et pas toujours attendre que les autres le fassent.
C'est ça qu'on a fait avec le développement commercial, en acquérant un terrain puis en faisant des projets de vente commerciale, industrielle, résidentielle. Et on va continuer. Puis les infrastructures, plus on va mettre d'argent dedans, plus le résidentiel va venir. Le monde va venir, ça lui prend un job, ça lui prend des commerces, ça lui prend des services. Bon, des services, c'est des loisirs, c'est des parcs, c'est des terrains de jeu, c'est des services de santé. Bien, là, on est en train de tout mettre ça en place. Là, il va y avoir de tout pour tout le monde. Et cette responsabilité-là des dernières années qui fait en sorte que vous accumulez des surplus, ça s'est pas fait au détriment d'une offre de service ou ça s'est pas fait non plus au détriment de l'offre de service de la population parce que c'est à la mode de couper et d'avoir une offre de service ces temps-ci, mais ici, ça a réussi à se faire juste ici, par c'est parce qu'on s'est pris en main. C'est clairement ça. Il ne faut pas se compter d'histoire. On a investi Bois-Noir dans nos ressources. On a pris 30 millions dans notre capacité d'emprunt. On a acheté des terrains qu'on revend. Au lieu de couper, vous avez réinvesti. Ces profits-là s'en viennent à la ville. Contrairement aux autres, on ne gère pas juste par le zonage, on gère parce qu'on est propriétaire. Comme je suis propriétaire des terrains, je vais trop bien décider à qui je vais leur vendre ce terrain-là et à quel prix. On ne les donne pas non plus, nos terrains, là. Mais ce qu'on dit aux gens, on a eu beaucoup de demandes dans le développement industriel, donnez-nous des crédits de taxes. C'est pas des crédits de taxes que je vais te donner. Ce que je t'offre, c'est d'investir dans mes infrastructures. Tu vas avoir les services, tu vas avoir les goûts, tu vas avoir l'aqueduc, tu vas avoir l'asphalte, tu vas avoir l'éclairage, tu vas avoir le gaz naturel. Tout ça va être fourni, c'est la ville qui va le mettre dedans. Demande-moi pas, en plus de donner un crédit, je vais tout te fournir les services qu'il faut. Tu as besoin des employés pour venir travailler dans ton usine, je vais supporter l'investissement dans les infrastructures, il va y avoir des maisons qui vont se bâtir, il va y avoir des commerces qui vont venir s'installer. Ça va être intéressant pour ton monde de venir travailler ici. Donc, tu vas avoir possibilité d'avoir ta main-d'œuvre. C'est ça qu'on offre aux entreprises. Venez-vous-en, nous autres, on va faire notre job, vous autres, faites la vôtre. Demandez-moi pas de vous le donner. Si je te le donne, tu n'auras pas de service, tu n'auras pas d'entreprise, tu n'auras pas de commerce, puis là, tu vas broyer que tu as un beau terrain pas cher, mais ton monde ne veut pas venir. Fait que là, on joue la game. Au contraire, soyons... T'es ici de faire de l'argent, nous autres aussi, on est là, puis la ville, elle va en profiter de ce développement-là. C'est clair qu'on est 25 ans en retard en Bois-Noir, puis on va le récupérer, ce 25 ans-là, puis on va le récupérer en 5 ans. C'est ça qu'on va faire, puis c'est ça qu'on fait, là. Puis ça marche. Et dans tout ce paysage-là qui s'annonce très bien, il y a une tâche qui reste depuis quelques années. Je parle du bateau, le Catherine Spirit. Je m'en veux quasiment de ramener ça parce que ça devient une saga qui n'en finit plus. Je t'en parle à toi, j'en parle au député provincial, à la députée fédérale. On se renvoie la balle de tous les côtés dans ce dossier-là. Toi, ça te met dans quelle situation? Ça met la ville de Beauharnois dans quelle situation finalement? La ville de Beauharnois a toujours la même position. C'est nous qui a parti le bal en refusant que ce bateau-là soit démoli sur les rives. D'abord, c'est pas vraiment un bateau, c'est un rafio. C'est une épave, le Catherine Spirit. Il a été amené là pour être démoli dans le fleuve. Faut rappeler ça, là, parce que les gens se disent « Ah, ben pourquoi vous faites ça? Il n'est pas si pire, le bateau. » Quand tu mettras des torches dedans et que tu le couperas en morceaux dans le fleuve, il y a des morceaux qui vont tomber dans le fond du fleuve. Bon, on va arrêter de se compter des histoires. C'est tout rouillé, c'est pourri jusqu'à l'os. On nous a dit toutes sortes d'affaires dans ce bateau-là, mais on a sorti 200 000 litres, je pense, de pétrole brut qu'il y avait là-dedans. On a sorti de l'eau contaminée dans ça. Ça fait 2 fois qu'on en sort. Ça fait 2 fois qu'ils calent au fond, qu'ils s'accotent. Ils font venir des plongeurs, ils leur sortent de là. Tout ce qui va sortir de ce bateau-là s'en va dans le fleuve Saint-Laurent. On nous a dit à un moment donné, c'est effrayant pour la ville de Beauharnois. C'est pas effrayant pour la ville de Beauharnois. Nous autres, notre prise d'eau est dans le canal. On n'est pas alimenté par ça du tout. Mais la réserve des îles de la Paix est alimentée par ça. L'île de Montréal prend son eau dans le fleuve Saint-Laurent. Tu peux pas te permettre de démolir une épave pourrie dans le fleuve Saint-Laurent. Ça ne se fait pas. Fais une cale sèche, sors-les de l'eau, le bateau, puis démolis-les sur la terre. Pas d'objection à ça. Mais c'est impossible, il n'y a pas d'installation portuaire, là. C'est pas un dépotoir qu'on veut voir sur le bord de l'eau. C'est clair, je l'ai toujours dit. Oui, on est en guerre avec le propriétaire de là. J'accepte pas, moi, personnellement, comme citoyen, que ce terrain-là soit un dépotoir sur le bord du fleuve. C'est la plus belle richesse du Québec. C'est le fleuve Saint-Laurent. Le gouvernement vient de lancer d'ailleurs une politique maritime à grands frais de publicité disant que notre joyau au Québec, c'est le fleuve Saint-Laurent. Bien, dans ton joyau, tu vas pas mettre tes vidanges.
Ça n'a pas de bon sens, c'est inacceptable. On a sorti ce terrain-là de la zone industrielle, pas pour rien. C'est une zone récréative. Moi, je rêve du jour où il y aura une plage à la place du Catherine Spirit, que les cochonneries puis les rats qui sont là vont être déménagés ailleurs. Je comprends qu'il faut en faire de la décontamination puis récupérer des matériaux de construction. Mais moi, mes vidanges, je les mets pas dans mon châssis de salon. Je les mets dans la porte en arrière, puis quand je les sors au chemin, c'est à la veille des vidanges. Bien, ici, là, dans notre châssis de salon, on met nos vidanges. On a un dépotoir de carton, de vieux stocks de tout le monde qu'on entrepose ici. Puis c'est pas vrai qu'on a besoin de ça. On a des installations en masse en arrière pour aller faire ça. Puis je l'ai déjà proposé aux promoteurs de là. On va regarder avec toi. S'ils vous laissent un espace sur le bord de l'eau, je comprenais pas. 3 semaines après, le Catherine Spirit est arrivé, j'ai compris pourquoi il l'incite sur le bord de l'eau. Mais c'est pas vrai qu'il va se faire de la démolition de bateaux à Bois-Noir. C'est pas vrai qu'on va devenir le Pakistan de l'Amérique du Nord. C'est sûr qu'il va finir par partir. Puis je lâcherai pas, la ville lâchera pas. Puis il est pas content pour nous autres, puis il va être encore pas content parce qu'on recommence maintenant, là. Le fleuve il est ouvert, la voie maritime est ouverte et on va repartir à dire que le Catherine Spirit, il faut qu'il parte. Au mois de décembre, il était prêt à partir. Mais là, on va arrêter de nous conter toutes sortes d'histoires. Le gouvernement va falloir qu'il se prenne en main. Puis là, le fédéral va devoir arrêter de ne pas le faire. Il s'en vient en élection, là. Il en veut-tu quelque chose, là? Et c'est pas à défaut d'efforts ici dans la région. Anne Quach en a fait son cheval de bataille, un de ses chevals de bataille. Ici, on semble être vraiment coincé de tous les côtés. Et donc, c'est pas par manque de volonté, mais c'est par inaction au final du gouvernement en place. Tu sais, quand tu tombes dans un projet, ce qu'on apprend là avec l'exemple du Catherine Spirit, quand tu es dans l'eau, tu es dans le fédéral. Quand tu touches au bord, tu es dans le provincial. Quand tu es rendu sur le bord, tu es dans le municipal. Moi, je veux bien, je veux réglementer. On a fait le zonage. On s'est conformé au PMAD. On a changé le schéma d'aménagement. Ça a pris 2 ans de changer ce zonage-là. La job, on l'a faite, nous autres, là. Mais à partir de là, c'est plus chez nous. C'est dans l'eau. Quand je suis dans l'eau, j'ai plus le droit. Là, on a essayé avec le provincial. Il nous dit, ouais, mais moi, je peux pas, c'est le fleuve. L'eau appartient au fédéral, puis le fond, il appartient au provincial. Le bateau, il flotte entre les deux, là. Mais là, écoute, on a vu tellement d'agences, la Voie maritime, Transport Canada, Pêche et Océan, il y a à peu près juste l'armée qu'on peut aller voir. Ça sent bien. Au provincial, ça a été l'environnement au fédéral. Je peux pas croire qu'on fait des batailles à pu finir pour une supposée troglodyte à Becco qui n'existe plus depuis 25 ans à Bois-Noir, puis on va y faire une zone de protection à la demande de l'environnement, et on est incapable d'aller protéger. Puis le pire, c'est que le Catherine Spirit, quand tu regardes une carte du ministère de l'Environnement, il est en pleine zone de protection des oiseaux. Entre la voie maritime puis la pointe Thibodeau, c'est une zone identifiée par le gouvernement, le ministère de l'Environnement, comme protection. Et la carte qu'ils nous ont envoyée pour dire cette zone-là, elle est protégée pour la protection des oiseaux, il y a le Catherine Spirit dedans. Ils sont pas foutus d'aller dire non, tu le démoliras pas là. La coopérative de santé va voir le jour cette année à Beauharnois en 2015. C'est une initiative, personnellement, je trouve ça vraiment magnifique comme initiative. C'est quoi le projet? C'est quoi une coopérative de santé en commençant pour expliquer rapidement? Une coopérative de santé, c'est un groupe de personnes qui se réunissent dans le but de combler un besoin. En fait, les coopératives de santé, en fait, c'est vraiment ça. De combler un besoin en se réunissant puis en étant capable de trouver ensemble des solutions pour répondre à ces besoins-là. Donc, on le sait, à Beauharnois, le principal besoin, c'est des médecins. Médecins omnipraticiens, mais professionnels aussi de la santé et services infirmiers. Et pourquoi on le sait? C'est que l'année passée, le 9 août dernier, en fait, on a eu une première séance d'information à la population. Et suite à ça, on a passé un sondage qui indiquait quels services les gens avaient besoin. Et c'est vraiment ça qui est ressorti. Médecins. Mais le deuxième, c'est des services infirmiers. Okay. Donc, on a vraiment pris ce sondage-là, on a vraiment parlé avec la population pour bâtir ce service-là qui est la coopérative en fonction de ce qu'ils voulaient. Donc, c'est sûr que le service infirmier, c'est un peu plus facile à mettre en place. C'est la coopérative qui engage une infirmière. Pour ce qui est du médecin, c'est vraiment à nous,
c'est vraiment au conseil d'administration et à la coordonnatrice et à toute l'équipe de plancher là-dessus puis de trouver des médecins pour répondre aux besoins de la population. Il y a un volet un peu, la petite séduction là-dedans. C'était pas le premier qui m'a dit, c'est effectivement ça. Il y a quelques semaines, en plus, le film est passé à Radio-Canada, donc ça nous a fait sourire beaucoup. On voyait que c'était un signe. Mais oui, ce qu'on dit en ce moment, c'est que probablement que beaucoup de gens se disent, quand il va avoir un médecin, là, je vais donner mon membership, ça va valoir la peine. Mais d'un autre côté, ce que le médecin, lui, se dit, c'est quand il va avoir assez de membres, ça va valoir la peine que j'aille travailler à la coopérative. Donc, c'est l'œuf ou la poule. C'est vraiment important que les gens comprennent que ça fait des années qu'on en parle à Bois-Noir, puis là, c'est le temps. C'est le temps de s'impliquer, c'est le temps de donner son nom, c'est le temps de venir payer son membership pour nous permettre d'ouvrir la coopérative. On peut pas garantir à 100% que le 31 août, à l'ouverture, il va l'avoir, le médecin. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on fait tout notre possible pour le trouver. Il y a des stratégies de recrutement qui sont établies. On a une belle collaboration avec le C3S. On met tout de l'avant pour aller le chercher, ce ou ces médecins. Pourquoi pas rêver, là, mais on va commencer avec un. On travaille très fort pour ça. Et plus il y a de gens qui vont s'inscrire rapidement, plus il y a de chances d'avoir un médecin qui va arriver rapidement. Et voilà, tu l'as dit. Donc, nous, pourquoi on dit le 1er juillet, c'est qu'il faut l'équiper, cette coopérative-là. Pour permettre de nous l'ouvrir, il faut payer des salaires, il faut l'équiper. Donc, c'est sûr que cette tranche de membership-là va nous permettre l'ouverture. Mais c'est une stratégie de recrutement, effectivement, pour rendre beaucoup plus facile notre tâche pour aller chercher ce médecin-là. Il ne faut pas se le cacher. Une stratégie aussi pour aller recruter des médecins, c'est d'avoir une infrastructure en place. Donc, de vraiment prouver notre sérieux dans notre démarche en ayant un local déjà prêt pour sa pratique et en ayant des services déjà dans la coopérative. Donc, comme on l'a mentionné, Mme Nancy Soto, la coordonnatrice, rentre en poste le 4 mai. Dès le début juin, le poste de l'infirmière sera ouvert pour commencer notre recrutement, ainsi que pour la secrétaire médicale. Donc, on veut vraiment montrer aux médecins que c'est sérieux, on va de l'avant, on fait juste l'attendre, il y a juste à venir s'asseoir dans le beau bureau qu'on va lui préparer puis venir établir sa pratique. Comment les gens peuvent s'inscrire? Comment est-ce qu'on fait pour procéder à l'inscription? J'imagine qu'il y a un volet Internet, mais oui, il doit y avoir d'autres façons également. Il y a plusieurs façons. On le sait que la coopérative, ça s'adresse à plusieurs tranches d'âge. Donc, il y a toujours le site Facebook qui est établi. Donc, c'est Beauharnois Santé, Coop de solidarité. Tous les formulaires sont disponibles en ligne. Sinon, à la réception de l'Hôtel de Ville, ici, tout est disponible. En fait, tout ce qui est dépliant, on a les dépliants avec les formulaires d'adhésion qui sont à l'intérieur. Et il y a sur le site Internet de la ville de Beauharnois aussi, c'est disponible. Et là, on vise 1000 d'ici le 1er juillet, mais oui, comme tu dis, on peut aller plus loin que ça. On peut aller plus loin. C'est sûr qu'on a le souci de satisfaire et de combler les besoins des 1000 premières personnes qui vont s'inscrire. Il faut être conscient aussi que il faut répondre à la demande de ces personnes-là. S'il y a trop de membres et pas assez de médecins, on ne satisfera pas ces membres-là. Donc, on a vraiment le souci de dire, bon, à 1000, il va falloir évaluer le nombre de médecins qui sont disponibles et de voir si on ouvre une autre tranche. C'est sûr qu'on veut se rendre à 2000. Mais on a le souci de satisfaire les personnes qui vont s'inscrire à la coopérative. Et qu'est-ce que les gens viennent chercher dans une coopérative? Qu'est-ce que ça apporte aux membres par rapport au système plus traditionnel, disons? C'est une bonne question. En fait, pourquoi devenir membre de la coopérative? C'est sûr et certain que c'est une cause sociale. C'est pour le principe aussi. On le sait que tous les services de santé au Québec sont supposés être gratuits. Donc, nous, on demande un membership de 100 $ à l'entrée pour l'adhésion du membre. Mais pourquoi payer ce 100 $ quand tout est gratuit, supposément? En fait, nous, c'est que ça sert à payer, à mettre tout en place pour que le médecin vienne pratiquer sa médecine ici à Beauharnois. Donc, tout ce qui est local, frais d'électricité, il faut l'aménager, ce local-là, il faut payer l'infirmière, la coordonnatrice, la secrétaire médicale. Donc, c'est de mettre en place pour favoriser la venue des médecins. L'avantage d'être membre aussi, c'est d'avoir un accès gratuit et accessible en tout temps à l'infirmière. Donc, c'est sous-estimer la pratique de l'infirmière ici au Québec, mais elle peut faire plein de choses pour vous. Tout ce qui est un suivi personnalisé, une oreille attentive. Des fois, on ne sait pas trop si on a besoin de voir le médecin ou pas, donc l'infirmière est toujours disponible pour les membres pour répondre aux questions. Et aussi, c'est des rabais chez des professionnels de la santé qui vont être présents à la coopérative. C'est qu'on a parlé de l'infirmière et du médecin. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a des locaux alloués à des professionnels qui sont intéressés à venir pratiquer à Beauharnois. Donc, on sait que beaucoup de personnes ici doivent se déplacer dans les grands centres. Donc, on parle de Châteauguay et Valleyfield pour aller consulter des professionnels qui sont peu présents ici à Beauharnois. Donc, on parle de tout, là, finalement, ergothérapie, orthophonie, audiologie, gynécologie, psychologie. Donc, il faut se déplacer. Le but, c'est d'attirer
ces gens-là à Beauharnois avec des locaux accessibles et modulables dans le temps. C'est-à-dire que la personne, si elle considère que 5 jours semaine ici, c'est trop à Beauharnois, compte tenu de sa clientèle, elle pourra louer un local à la coopérative 1 journée par semaine si elle le veut. Donc, c'est en acceptant de partager avec d'autres professionnels durant le reste de la semaine. Mais nous, on trouve que c'est attirant pour ces professionnels-là, puis c'est gagnant-gagnant aussi avec les citoyens de Beauharnois qui pourraient venir consulter directement à la ville de Beauharnois, ces professionnels-là. Et avec le vieillissement de la population, la population va vouloir de moins en moins se déplacer et avoir des services de plus en plus concentrés, locaux. Tout à fait. Donc, on a vraiment cette perspective-là en vue. C'est vraiment un besoin qu'ils ont exprimé aussi, ces gens-là, que, bon, pour l'instant, il y en a beaucoup qui sont capables de conduire leur voiture, mais ils ont le souci de, dans quelques années, si mon médecin est à Montréal, je ne serai pas capable de me déplacer à Montréal. Donc, c'est vraiment le souci d'ouvrir ça à Beauharnois pour éviter à ces gens-là de se déplacer et que tout soit disponible ou en fait de faire tout en sorte pour que ce soit disponible pour eux. Comme tu disais, ça a émané d'un besoin qui a été exprimé par la population lors de consultations publiques. Il y a eu une autre consultation publique tout récemment pour faire un peu le point là, où on en était rendu dans ce dossier-là. Et les gens sont encore au rendez-vous. Il y a eu plus de 200 personnes qui sont venues à la rencontre. Alors, c'est vraiment quelque chose qui semble à éveiller les gens, éveiller l'imaginaire des gens. On sent que ça pétille, c'est effervescent, ça l'intéresse les gens. Je reçois beaucoup d'appels, beaucoup de courriels pour des questions. Donc, en fait, la consultation de mardi passé, c'était pour informer où en est rendu le projet. Donc, on se souvient, la dernière avait lieu le 9 juin de l'été passé. Donc, on voulait vraiment présenter à la population qu'on est prêt à ouvrir. On a un plan d'affaires, on est à la recherche de partenaires financiers et on est prêt à accueillir le membership pour vraiment ouvrir. Donc, puis on sent que tout le monde est content, que c'est vraiment quelque chose c'est une grande attente qu'il avait envers la ville de Beauharnois pour ouvrir cette coopérative-là. Donc, comme M. le maire l'a mentionné, on est rendu à 258 adhésions de reçus en 4 jours. Donc, c'est une très, très, très belle réponse de la population. Et la plupart des gens repartent avec 3-4 formulaires. Ah, ben, ma famille, mon frère, ma mère, ma sœur. Donc, ce qu'on expliquait aux gens aussi, c'est qu'ils sont des porte-parole maintenant. Ils sont des ambassadeurs de la coopérative. Ceux qui ont assisté à la consultation mardi passé, c'est eux qui doivent propager la nouvelle dans leur famille, dans leur entourage pour être capables d'atteindre 1000 membres. On sent que ça attise une fierté chez ces gens-là et ils sentent vraiment qu'ils sont des porte-parole et j'en ai des très bons. Pour vrai, j'en ai qui sont fiers de me ramener leur formulaire, donc ça va très bien de ce côté-là. Et il y a quelque chose aussi d'intéressant en terminant, les enfants aussi, il y a une mesure qui est très intéressante pour les enfants. Tout à fait. Le premier enfant, je crois, c'est 25 $. Oui, donc on a fixé le membership pour les adultes à 100 $ plus taxes, évidemment, donc ça fait un chiffre de 115 $. À l'adhésion d'un membre, il ne faut pas oublier une coopérative, ça a des parts sociales, donc il faut absolument acheter une part sociale de 10 $. Et pour une famille, en fait, le premier enfant, c'est 25 $ et les autres, c'est gratuit. Donc, on est conscient que ça peut devenir cher pour un regroupement de famille, une famille qui a plusieurs enfants, plusieurs membres. Donc, on demande seulement 25 pour le premier et le reste bénéficie des services de la coopérative. Donc, ça devrait plaire énormément aux familles. Tout à fait. Bien, bonne chance avec le projet de coopérative. Je pense que c'est un projet très, très de son temps, très porteur aussi. Exactement. Puis ça va ramener dans toute cette mouvance de fierté-là qui est ramenée à Beauharnois. Tout à fait. Je pense que ce projet-là est tout à fait indiqué là-dedans. Oui. Merci beaucoup, Anne. Merci à toi. C'est ce qui met fin à la première saison de Docu Hebdo. Je suis Mathieu Niquette. Merci d'avoir été avec nous.